was built to last. When the webs are weaving, I could change the past. With all I'm achieving. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la société connaît des transformations décisives. Place des femmes, nouvelle aspiration de la jeunesse, développement de l'immigration, vieillissement de la population ou encore montée du chômage. Tout autant de changements qui font évoluer le modèle social républicain. Des changements que doit sans nul doute prendre en compte l'État. Après la Seconde Guerre mondiale, la France entame une période de prospérité marquée par une forte croissance économique et le plein emploi. À cette période faste, l'économiste Jean Fourastier lui a donné le nom de Trente Glorieuses, même si le terme aujourd'hui fait débat et peut être remis en cause, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails ici. Après la guerre, le nombre de paysans diminue rapidement du fait de la mécanisation intensive de l'agriculture. Les ouvriers sont aussi de plus en plus nombreux jusqu'aux années 60, puis diminuent eux aussi du fait de la crise industrielle et de la robotisation. En revanche, le travail dans les services augmente régulièrement. Les salariés bénéficient d'une législation de plus en plus favorable, allongement des congés payés, baisse du temps de travail hebdomadaire. Cette société voit donc aussi l'augmentation du nombre de départs en vacances et une multiplication des résidences secondaires. Durant cette période, l'exode rural est également très fort et l'urbanisation s'accélère. Le taux d'urbanisation passe quand même de 55% en 1954 à 80% en 1980. Des grands ensembles que l'on appelle plus communément des cités sont construits dans les banlieues pour accueillir cette nouvelle population. Après 1970, certains citadins commencent à quitter le cœur des villes et s'installent dans des lotissements pavillonnaires qui n'en sont pour autant pas éloignés. C'est ce qu'on appelle la périurbanisation. Après la guerre, les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler ou à chercher un travail à un niveau de qualification de plus en plus élevé. Pour bon nombre d'entre elles, le temps où elles devaient se cantonner au rôle de bonne mère de famille et femme au foyer est révolu. C'est ainsi que les combats féministes reprennent à partir des années 60. Accompagnées d'hommes qui partagent leurs idées, ces femmes réclament l'égalité avec la gente masculine et aussi le droit de disposer librement de leur corps. Ainsi naît le mouvement de libération des femmes en 1970. Leur combat semble porter ses fruits puisqu'elles obtiennent des droits nouveaux comme l'émancipation à l'égard des maris, l'autorité parentale conjointe. La contraception est légalisée en 1967 et l'avortement est autorisé sous certaines conditions par la loi Veil de 1975. L'image de la famille change aussi avec l'augmentation des divorces qui sont aussi plus faciles à obtenir à partir de 75. La pratique de l'union libre, c'est-à-dire la vie de couple sans être marié, progresse également. Durant les 30 Glorieuses, l'État et les entreprises encouragent l'arrivée des travailleurs immigrés pour accompagner la croissance économique. Espagnols, portugais et maghrébins arrivent massivement en France. Peu qualifiés, ils travaillent surtout dans l'industrie et dans le bâtiment. Ils logent d'abord dans les bidonvilles avant de s'installer dans les grands ensembles des banlieues, abandonnés peu à peu par les employés. Le 29 avril 1976, le décret sur le regroupement familial donne la possibilité pour un travailleur étranger de faire venir sa famille en France. Malheureusement, cette belle idylle et tous ces beaux progrès sociétaux prennent du plomb dans l'aile à partir de 1974. En 1973 puis en 1979, les deux chocs pétroliers provoquent une crise économique. Le gouvernement mène alors une politique de rigueur, marquée notamment par une augmentation des impôts. Effectivement, la croissance chute puis reste stable jusqu'à la fin des années 80. C'est la récession, c'est-à-dire une période de faible croissance économique. Le chômage grimpe alors en flèche, frappant surtout les jeunes sans expérience, les femmes et les ouvriers sans qualification, en particulier les immigrés. En 1974, l'État décide ainsi la fermeture des frontières à l'immigration en aidant les immigrés à retourner dans leur pays d'origine. C'est la moindre des choses. Vers 1980, c'est le chômage de longue durée qui fait son apparition et avec lui, une nouvelle pauvreté. Le nombre de personnes sans ressources et sans domicile fixe, ceux que l'on appelle plus vulgairement SDF, augmente considérablement. À partir de 1985, dans les grands ensembles en banlieue des grandes villes, les jeunes manifestent leur mécontentement par des flambées de violence. Cette politique est très impopulaire. En 1981, c'est donc le candidat socialiste, François Mitterrand, qui est élu président. La gauche arrive au pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Le gouvernement socialiste met en œuvre de très importantes réformes sociales, économiques et culturelles, comme l'abolition de la peine de mort. Mais très vite, il doit lui aussi adopter une politique de rigueur.
de violence. L'État réagit par la création du RMI, le revenu minimum d'insertion, instauré en 1988 et qui assure à toute personne un revenu minimal. Des aides sociales sont aussi versées aux plus pauvres. Enfin, la solidarité bat son plein avec un nombre croissant d'associations qui viennent en aide aux plus démunis, comme les Restos du Cœur. En 1986, la gauche perd les élections législatives. François Mitterrand nomme Jacques Chirac, homme politique de droite, comme Premier ministre. C'est la cohabitation. La société française se transforme profondément durant cette période. Au niveau du monde du travail, les secteurs primaires et secondaires continuent à décliner et le secteur tertiaire à monter. Un chômage contribue à nourrir des tensions sociales et notamment une montée du racisme. Les jeunes générations issues de l'immigration se mobilisent pour combattre le racisme. Ces années sont également marquées par une émancipation progressive des femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses à exercer un travail salarié. D'importantes lois sont votées qui répondent souvent aux combats de personnalités et d'associations féministes. Le paysage culturel se transforme également. De nouvelles pratiques culturelles apparaissent ou se diffusent plus largement dans la société, comme les vacances ou encore le fait de regarder la télévision. Une culture de masse standardisée se forme, même si elle reste encore très différenciée en fonction des classes sociales. Une culture jeune prend également son essor, marquée par de nouvelles pratiques culturelles, le rock, puis le rap, les premiers jeux vidéo. L'État accompagne ces évolutions. Jack Lang, ministre de la Culture de 1981 à 1986, organise une ambitieuse politique culturelle. La télévision, quant à elle, est progressivement privatisée à partir de 1984, ce qui se traduit par une multiplication des chaînes. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally.